Oral questions. Questions orales, the honorable leader of the opposition. L'honorable chef de l'opposition. Malgré les illusions, ce premier ministre amène plus de coûts, plus de dettes, plus de taxes, plus de chaos en immigration. C'est juste un autre libéral. Hier, sa ministre de l'Immigration a avoué que ce gouvernement libéral ne peut même pas confirmer si les gens qui ont été ici comme des étudiants temporaires ont quitté le pays quand leur permis est expiré. Et elle avoue que le gouvernement libéral n'a pas aucun plan pour expulser les gens qui sont ici illégalement. Est-ce que le premier ministre est d'accord pour garder des gens illégaux ici ou est-ce qu'il va congédier sa ministre? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que Mme Louise Arbour sera la prochaine gouverneure générale du Canada. Et elle apporte une compréhension profonde et un respect pour les institutions canadiennes, l'État de droit, démocratie, la liberté et les droits de tous les Canadiens et toutes les personnes du monde entier. Bravo. The honorable leader of the opposition. Honorable chef de l'opposition. Libéral qui rencontre le premier ministre pour jaser chaque semaine selon son témoignage. Son département a donné un permis d'entrée à un terroriste iranien. Une petite recherche sur Google aurait montré qu'il n'avait aucune place ici au Canada. La vérificatrice générale a confirmé que les libéraux ne font pas le filtrage pour les non-citoyens, ce qui a permis une fraude généralisée du système d'étudiants. Est-ce qu'il va congédier sa ministre incompétente ou est-ce que cette incompétence appartient à lui, le premier ministre? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les autres responsables et dirigeants actuels ou anciens des gardes iraniens ne sont pas admis au Canada. Il n'y en a pas de changement de politique du gouvernement et on prend des mesures afin d'assurer que ça ne déroule pas. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre nous présente une illusion parce que tout ce qu'on a, c'est plus de coûts, plus de dettes et plus de chaos en immigration. Récemment, la ministre de l'Immigration a admis que son ministère a donné un permis pour entrer au Canada à un terroriste du corps des gardiens de la Révolution islamique. Mais il n'y a aucune façon, en fait, de confirmer que les personnes qui entrent au pays peuvent vraiment partir par la suite. Il n'y a pas de suivi des départs du pays. La ministre est là depuis plus d'1 an et elle rencontre le premier ministre de façon hebdomadaire. Alors, est-ce que c'est elle qui est incompétente ou est-ce que c'est le reflet de son incompétence à lui? Quand est-ce qu'il va la virer? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, les hauts gradés du corps de gardiens de la Révolution islamique ne sont pas bienvenus au Canada, point à la ligne. Deuxièmement, qu'est-ce que notre gouvernement a fait? Nous avons repris le contrôle du système d'immigration. Nous avons réduit du tiers les demandeurs d'asile et la moitié pour ce qui est des travailleurs étrangers temporaires, les 2/3 des étudiants étrangers. Et nous avons donc un flux d'immigration qui est revenu à des niveaux qui soient adéquats pour notre pays. L'honorable chef de l'opposition. C'est faux. Il y a environ 700 membres gardiens de la Révolution qui se trouvent ici au Canada, d'après les nouvelles, et le gouvernement n'a expulsé qu'une seule personne sur ces 700. En plus, ils ne savent pas qui se trouve au pays parce qu'on ne suit toujours pas les départs du pays. Tout cela parce que le gouvernement a permis des millions d'étudiants étrangers à entrer au pays. Et ça, c'était des cas de fraude. Et maintenant, ils ne peuvent s'assurer qu'ils quittent le pays. Et il semble qu'il n'y a pas de plan non plus pour les expulser, malgré le fait que la ministre rencontre le premier ministre chaque semaine. Alors, est-ce qu'il va la virer et montrer à quel point elle est incompétente ou peut-être qu'il approuve cette incompétence? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, la SFC est en train de revoir plus de 17 000 demandes pour ce qui est des personnes qui sont inadmissibles au pays. On a annulé 330 visas rattachés au régime iranien. Et l'année dernière, le Canada a
expulsé 22 000 personnes qui ont été déclarées interdites de territoire. Notre gouvernement prend le contrôle de l'immigration. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Premier ministre aime donner l'illusion selon laquelle il protège les droits à la propriété, mais c'est tout le contraire. Le gouvernement a donné pour instruction à ses avocats de ne pas défendre les droits de propriété dans l'affaire Cowichan avec la directive numéro 14 qui va comme suit. Ces titres ne sont pas prioritaires. Maintenant, il va y avoir un appel et le Premier ministre a gardé cet ordre de litigation en place. Autrement dit, il a donné à ses avocats de ne pas défendre les droits de propriété des Britanno-Colombiens. Pourquoi refuser de défendre ses propriétaires fonciers? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les droits à la propriété privée, c'est fondamental au pays. Nous allons toujours défendre ce droit. Voilà pourquoi nous avons immédiatement interjeté appel de la décision Cowichan au mois de septembre avec la ville de Richmond et avec les communautés autochtones et la province de la Colombie-Britannique. Nous collaborons avec les Autochtones et les propriétaires pour protéger le droit à la propriété et protéger aussi les droits des Autochtones. Et aujourd'hui, c'est la journée de la robe rouge. Et je crois qu'on devrait réfléchir aux droits des Autochtones au pays. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Premier ministre a donné une réponse relativement au droit de la propriété, mais c'est une illusion. Le gouvernement a donné pour instruction à ses avocats de ne pas défendre le droit à la propriété et on le voit dans la directive numéro 14 que les avocats ne doivent pas avancer que le droit à la propriété prime sur les autres droits des clients. Et c'est sur le site web du gouvernement. Ça veut dire que dans les autres démêlés qui s'en viennent, le gouvernement va dire aux avocats de ne pas faire leur travail, de ne pas défendre les propriétaires fonciers de la Colombie-Britannique. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la seule illusion qu'on a, c'est le fait que ce changement d'image ne va pas mieux fonctionner que les autres changements d'image du chef de l'opposition. Nous avons immédiatement interjeté appel de la décision de Cowichan. Nous avons toujours défendu les droits à la propriété foncière et nous allons toujours défendre le droit des Autochtones de bâtir un Canada fort. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, le gouvernement a annoncé des mesures en soutien aux entreprises qui auront certainement un effet vertueux sur le long terme. Mais elles n'ont pas pour effet de préserver les emplois, de préserver le lien d'emploi, de préserver l'expertise au sein des entreprises, en particulier les plus menacées. Je veux comprendre pourquoi le premier ministre ne retient pas la proposition qui a d'abord été créée par son propre parti il y a quelques années de programme de subvention salariale pour les entreprises en péril. Bravo. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je voudrais remercier le membre opposé et je voudrais remercier la ministre de l'Industrie qui a fourni des nouveaux programmes, 1,5 milliard de dollars afin de soutenir les travailleurs et les entreprises dans les domaines de l'acier, l'aluminium et du cuivre à travers le Canada. Bravo. Honorable député de Belleuil-Chambly. C'est un peu inutile de dire que malheureusement, le premier ministre n'a pas répondu à la question. Alors, je vais le formuler autrement. Dans le contexte où les mesures dont il parle n'auront pas d'effet à court terme, mais seulement à moyen, long ou très long terme, et que les entreprises sont en péril immédiatement pendant la période de négociation avec les États-Unis, est-ce que je dois comprendre que le premier ministre, en refusant de mettre en place un programme de subvention salariale, exprime qu'il n'a pas confiance en sa capacité d'obtenir une entente avec les États-Unis? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les montants que je viens de décrire seront disponibles immédiatement
pour les entreprises, les grandes entreprises et surtout les petites et moyennes entreprises. Et M. Simard, président de l'Association de l'aluminium du Canada, accueille favorablement cette injection qui offre une bouffée d'oxygène pour les PME, les travailleurs et les sociétés. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Deux choses que le premier ministre sait certainement, il le dira lui-même beaucoup mieux de quelqu'un qui n'est pas économiste comme moi. Jean Simard représente difficilement des PME, d'une part. Et d'autre part, les entreprises ne peuvent pas s'endetter davantage pour préserver des emplois. C'est la dernière des solutions. Est-ce que le premier ministre peut revoir sa copie de nouveau, encore une fois sur une base non partisane? Nous tendons la main et créer, comme le veulent les chambres de commerce, les entreprises et les syndicats, un programme de subvention salariale pour la transition. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je vais informer M. Simard qu'il ne s'intéresse pas aux PME du Québec. Ce sera surprenant. Alors, Julie White, manufacturier et exportateur du Québec, accueille favorablement les mesures annoncées hier par le ministre de l'Industrie parce qu'il va soutenir nos entreprises. Ils vont soutenir nos travailleurs. Ils vont bâtir un Canada plus fort, plus résilient et plus indépendant. L'honorable chef de l'opposition. Ministre, il aime attribuer le prix de l'essence d'1,85 $ au prix de pétrole de 100 $ le baril. Mais le fait, c'est en 2014, on avait exactement le même 100 $ par baril, mais le prix à la pompe était 1,38 $, presque 50 sous de moins qu'aujourd'hui. Cela explique par les taxes, les déficits inflationnistes qui gonflent les prix et les politiques anti-développement qui réduisent la valeur de notre dollar. Va-t-il éliminer toutes les taxes sur l'essence pour le reste de l'année? Oui ou non? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, laissez-moi aider peut-être le chef de l'opposition. Il y a quelque chose qui s'appelle un conflit, Monsieur le Président, dans le détroit d'Ormuz, Monsieur le Président, présentement. Effectivement, ce qu'on voit, c'est que le niveau d'incertitude est sans précédent, Monsieur le Président. Fatih Birol, qui est le directeur général de l'Agence de l'énergie internationale, disait que c'est le plus grand choc énergétique que l'on a vu, Monsieur le Président. Et là, vous avez le chef de l'opposition qui accuse le gouvernement, alors qu'on a fait la bonne chose, Monsieur le Président. On a aidé les Canadiens et Canadiennes avec l'abordabilité. On a suspendu la taxe fédérale sur l'essence. Monsieur le Président, les citoyens voient déjà les résultats à la pompe. C'est ça un gouvernement responsable, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition. Les augmentations dans le prix d'un baril de pétrole expliquent une partie de l'augmentation des prix à la pompe. Mais en 2014, on avait exactement le même prix par baril de pétrole, 100 $. Mais le prix à la pompe était 50 cents de moins. Aussi, aux États-Unis, le prix à la pompe est 15 % de moins. Il y a quelque chose ici de ce premier ministre qui explique la différence. C'est les taxes et les déficits inflationnistes et un dollar très faible. Est-ce qu'il a le courage de se lever à la Chambre des communes et annoncer aujourd'hui qu'il va éliminer toutes les taxes pour l'essence pour toute l'année, oui ou non? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, exactement, on a fait la bonne chose. Comme le Fonds monétaire international le disait, Monsieur le Président, on a prévu une mesure qui est ciblée et une mesure temporaire pour aider les citoyens et les citoyennes, Monsieur le Président. De notre côté de la Chambre, on est prêt à faire notre part. Le gouvernement fédéral a fait sa part en suspendant la taxe fédérale d'assises sur les carburants, Monsieur le Président. On était là pour les citoyens et les citoyennes. On va continuer à être là, puis on va continuer à appuyer nos industries, nos entreprises et les Canadiens parce que, Monsieur le Président, on croit à bâtir un Canada fort pour tous, Monsieur le Président. Merci. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est une autre illusion. Le premier ministre nous amène plus de coûts, plus de dettes et plus de taxes. Regardons l'essence. Il dit que ça coûte 1,85 $ à la pompe parce que nous avons un baril à 100 $ au niveau mondial. Mais en 2014, c'était 100 $ du baril aussi. Et le prix à la pompe était 1,38 $, près de 50 sous moins cher. Même si au baril, c'était le même prix. Tout cela, c'est en raison de la dette inflationniste du premier ministre et la taxe sur le carbone qui est maintenant sous un autre nom. Alors,
Pourquoi ne pas éliminer toutes les taxes libérales sur l'essence pour le reste de l'année? Speaker, I know it's Tuesday. Monsieur le Président, je sais que c'est mardi, mais je vais aider le chef de l'opposition. Il a peut-être déjà entendu parler du détroit d'Ormuz, de l'Iran et d'un conflit là-bas. Donc, Monsieur le Président, ce qu'on constate, c'est qu'on a une situation sans précédent. Ça ne vient pas de nous. Il y a l'administrateur général de l'Agence internationale de l'énergie qui l'a dit. C'est le choc le plus grand que nous ayons pu voir en matière d'énergie. Mais de l'autre côté de la Chambre, nous sommes fiers de faire ce qu'il faut. Nous avons suspendu la taxe d'accise sur l'essence et nous avons écouté les Canadiens. Ils nous ont dit « Aidez-nous en ce moment et nous sommes prêts à faire notre travail et bâtir un Canada fort. » Le détroit d'Ormuz peut indiquer pourquoi on a 100 $ le baril au niveau international. Mais en 2014, alors que les conservateurs étaient au pouvoir, c'était 100 $ le baril aussi et ça coûtait 50 sous le moins à la pompe. Aux États-Unis, ça coûte 15 % moins cher à la pompe. 15 %. Alors, la différence s'explique par des taxes libérales très élevées, y compris la taxe sur le carbone qui a changé de nom, les dépenses inflationnistes et le dollar faible qui a été causé par les politiques économiques incompétentes du premier ministre. Alors, pourquoi ne pas prendre la parole et annoncer qu'on va laisser tomber toutes les taxes sur l'essence pour le reste de l'année? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, voici ce que le chef de l'Agence internationale d'énergie a dit. Il y a le prix de l'essence, certes, mais il y a aussi les autres biens. Et on a besoin de confiance et de prévisibilité. Nous avons tout cela. Nous avons également une ambition dans le domaine du nucléaire, de l'uranium, de la potasse. Voilà comment on aide le reste du monde, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition, est-ce qu'on peut faire confiance à ce premier ministre pour au moins prendre la parole et répondre aux questions? Après 1 an à son poste, le premier ministre avait dit qu'on allait bâtir à une vitesse sans précédent. Mais la semaine dernière, on lui a demandé s'il avait déjà appuyé le fait de construire un pipeline jusqu'au Pacifique. Il a dit, eh bien, c'est beaucoup plus probable que possible, mais ce n'est pas vraiment certain. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Fin de la citation. Donc, Monsieur le Président, on a l'impression de suivre une devinette du Dr Seuss. Alors, combien vont coûter les œufs verts et le jambon l'année prochaine? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, le chef de l'opposition devrait arrêter de se concentrer sur des extraits pour les médias sociaux. Il devrait comprendre que nous avons approuvé à l'ordre. Bon, on va reprendre du début parce qu'il y avait trop d'échanges. Monsieur le Président, le leader de l'opposition devrait passer moins de temps à s'occuper de ces extraits pour les médias sociaux et il comprendrait alors qu'on est en train de construire un pipeline à Gordondale et il comprendrait aussi que la première ministre de l'Alberta n'a jamais été aussi optimiste que maintenant relativement au pipeline. Peut-être qu'il devrait lire les manchettes. L'honorable chef de l'opposition. La semaine dernière, le premier ministre a dit qu'il n'est même pas vraiment certain qu'il veut que l'on construise un nouveau pipeline pour acheminer les ressources jusqu'au Pacifique. Et puis maintenant, il nous présente une carte sur le carbone qui va non seulement hausser le coût de la nourriture ou le coût de la production au Canada, mais en fait, ça va faire en sorte que ce sera difficile d'investir dans un pipeline à l'avenir. Monsieur le Président, les Canadiens veulent un pipeline, mais sans taxe sur le carbone. Alors pourquoi est-ce qu'il insiste pour offrir une taxe sur le carbone, mais sans le pipeline? Le ministre de l'Énergie. Bon, je vais encore citer ce que la première ministre de l'Alberta a dit jeudi dernier. Elle n'a jamais été aussi optimiste par rapport à l'avenir de l'Alberta en collaboration avec ce gouvernement fédéral. Peut-être que le chef de l'opposition devrait essayer de collaborer avec le gouvernement fédéral aussi. L'honorable chef de l'opposition. Ils ont doublé le déficit qui alimente l'inflation et puis maintenant ils ont haussé le coût de l'essence grâce à des taxes élevées à la pompe et un dollar plus faible que jamais. Et en plus,
Le premier ministre n'est qu'un autre libéral, certes, mais au moins Justin Trudeau, lui, avait le courage de répondre aux questions en Chambre. Alors, est-ce que le premier ministre va annoncer aujourd'hui qu'il va éliminer la taxe sur le carbone industriel pour qu'on puisse réduire le coût à la pompe et ainsi les Canadiens vont pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture et se payer l'épicerie? La ministre. Monsieur le Président, d'une part, ils disent que les familles canadiennes ne veulent pas avoir d'aide. Ils ont lutté contre le programme d'alimentation dans les écoles. Ils ont lutté contre les soutiens que nous apportons aux familles. Et puis, nous voulons aider les gens de métier pour qu'ils aient davantage d'emplois bien rémunérés au pays et ils sont contre. Alors, voici ce que le chef de IBEW a dit. Cela va permettre d'améliorer la situation des gens de métier au Canada. Et donc, Monsieur le Président, j'ai une question à poser. Qu'est-ce qu'ils appuient? Est-ce qu'ils appuient les Canadiens qui travaillent très fort? Est-ce qu'ils appuient les enfants canadiens? Il est à l'ordre? Monsieur le Président, Alto a confirmé que son tronçon de TGV Montréal-Ottawa allait traverser 1700 propriétés. Et là-dedans, il y aura 500 terres agricoles, 500 de nos meilleures terres coupées en deux, peu importe l'avis des propriétaires. Alors, quand Alto nous disent qu'ils consultent les villes et les agriculteurs, ben c'est du spectacle, parce qu'ils savent déjà exactement où ils veulent passer, où ils veulent exproprier. Alto sort le rouleau compresseur contre nos agriculteurs. Est-ce que le premier ministre va enfin leur demander d'aller chercher l'accord des agriculteurs au lieu de leur passer sur le corps? Honorable ministre des Transports. Bien sûr, on va aller chercher l'accord des agriculteurs. Bien sûr, on va travailler avec les communautés, avec les maires, avec les préfets, avec l'ensemble des acteurs en Ontario et au Québec. Et on va bâtir, Monsieur le Président, on va bâtir une technologie verte qui va changer la donne en matière de mobilité au Canada. On va investir dans ce projet parce que le Canada est prêt à accueillir les technologies de pointe en matière de mobilité. Et, Monsieur le Président, ça va améliorer la vie de 40 % des Canadiens. L'honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, le rouleau compresseur d'Alto avance vite contre les citoyens de Mirabel dans le dossier du TGV. Au début, les employés d'Alto cognaient chez le monde pour réclamer l'accès à leur terrain pour des inspections, mais à cette heure, ils envoient des lettres pour essayer d'acheter l'accès illimité au terrain pour 3 ans, jour et nuit, contre 1500 $. Imaginez le stress des citoyens qui n'ont jamais été consultés, mais qui reçoivent des employés puis des lettres qui laissent croire qu'ils vont être expropriés. Est-ce que le gouvernement va mettre Alto sur pause puis lui dire de régler ses problèmes d'acceptabilité sociale au lieu d'intimider les gens chez eux? Honorable ministre. Monsieur le Président, là, le déchirage de chemise, quand les gens se promènent pour arpenter des terrains, quand les gens se promènent pour faire le travail qui s'impose pour un projet linéaire de 1000 kilomètres de long entre Québec et Toronto, un projet qui fait rêver les gens, un projet qui va être fait avec les acteurs du milieu, dont le milieu agricole, Monsieur le Président. Les gens prennent note. Les gens prennent note de l'opposition du Bloc québécois et de sa démagogie, mais les gens aussi rêvent à cette grande technologie au Canada. L'honorable député de Portneuf-Jacques-Cartier. Monsieur le Président, nos jeunes doivent voir l'avenir avec espoir. À entendre les libéraux, tout va bien, il n'y a pas de problème sur le coût de la vie. Pourtant, ce que j'entends dans Portneuf-Jacques-Cartier, tout coûte plus cher, plus de taxes, plus de dettes et on surcharge la carte de crédit nationale. Le déficit est monstrueux. 1000 milliards depuis que les libéraux sont au pouvoir. Quand ce coûteux premier ministre libéral arrêtera de dépenser sans compter et d'hypothéquer l'avenir de nos jeunes? Leader du gouvernement à la Chambre. Je veux continuer dans la même veine, Monsieur le Président. Ma collègue, la ministre de l'Emploi, vient d'étaler le programme en matière de formation de la main-d'œuvre et on va évidemment allonger le même argent pro rata au Québec. C'est 51 000 emplois, principalement pour des jeunes, des gens en ingénierie, des gens en construction, des gens de toutes sortes qui vont nous aider à réaliser cette grande ambition de bâtir un train haute vitesse au Canada. Ça s'appelle Alto et ça va se faire, Monsieur le Président, avec nos jeunes et ça va effectivement leur donner de l'espoir.
L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Aïe aïe, la prospérité du Canada est basée sur le TGV et c'est nos jeunes qui vont en profiter. Mais d'ici là, Monsieur le Président, on a un problème. Ils vivent dans la pauvreté puis ils ont de la misère à arriver. La réalité sur le terrain, c'est que les citoyens canadiens souffrent du coût de la vie trop élevé. Et les libéraux continuent d'appauvrir les honnêtes payeurs de taxes. Malgré les illusions avec ce premier ministre libéral, le déficit grandit de façon exponentielle. Peut-il enfin admettre que ces demi-mesures sur la taxe sur l'essence ne sont pas suffisantes? Pourquoi ce premier ministre libéral préfère protéger ses revenus fiscaux en... L'honorable secrétaire d'État à l'enfance et la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que juste il y a quelques semaines, dans la mise à jour économique du printemps, on a annoncé un investissement de 6 milliards de dollars, justement pour recruter, former et embaucher 100 000 travailleurs dans les métiers spécialisés au Canada. Ça inclut le Québec. On fait construire des gros projets, on bâtit le Canada fort à travers le pays et on va continuer de faire ça avec les jeunes, d'offrir l'opportunité et des carrières pour eux pour l'avenir. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Mégantic-Clairable, Lotbinière. Vous savez, Monsieur le Président, quand on dit que tout n'est qu'illusion, on en a eu un exemple frappant. Parce que quand on va parler aux jeunes dans nos circonscriptions, on ne le voit pas, cet enthousiasme-là, Monsieur le Président, parce qu'en ce moment, les jeunes font encore la file pour les banques alimentaires. Les jeunes ne sont encore pas capables de se loger parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'y arrivent pas. Tout ça, pourquoi? Parce que ce premier ministre-là, ce premier ministre coûteux, qui n'est qu'un autre libéral, a choisi d'augmenter la dette encore et encore. 1 billion de dollars, monsieur. Je comptais le nombre de zéros, Monsieur le Président. 1 billion de dollars depuis qu'ils ont été élus, Monsieur le Président. Quand va-t-il mettre fin à ces dépenses sur la carte de crédit? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je suis plus tout à fait jeune, mais je suis plus proche d'être jeune que mon collègue, avec beaucoup de respect. Et ce que les jeunes me disent, Monsieur le Président, c'est qu'ils veulent, Monsieur le Président, des bons emplois, des opportunités. Et c'est ce qu'on fait avec une économie qui est la deuxième plus forte du G7, avec une création d'emplois, Monsieur le Président, à travers des grands projets, comme par exemple au port de Contrecœur, comme le projet de TGV dont parlait mon collègue tout à l'heure, comme le projet de port de conteneurs à Québec, Monsieur le Président, comme Nouveau Monde Graphite. Et on soutient ces grands projets-là avec un programme de formation de main-d'œuvre. C'est 80 à 100 000 formations qui vont être offertes pour s'assurer que les jeunes aient des bonnes opportunités à bâtir. L'honorable député de York-Durham. La semaine dernière, le directeur parlementaire du budget a dit que les libéraux faisaient des tours de passe-passe avec la mise à jour économique. Ils disent qu'il faut dépenser aujourd'hui et on remboursera demain. C'est comme les annonces, quelques petits versements sur votre carte de crédit. Donc, ils demandent d'investir ou de payer plus aujourd'hui et les intérêts vont s'accumuler. Combien les Canadiens vont-ils devoir payer à l'avenir pour toute cette dette qu'on accumule aujourd'hui? Le ministre des Finances. Je remercie mon collègue pour sa question. En fait, il a une mémoire sélective parce que le DPB a confirmé que le gouvernement est en bonne voie pour réduire le déficit. La DPB a dit que les choses sont durables, viables et correspondent à la fourchette établie par le FMI. Nous investissons comme jamais. Nous appuyons nos industries, nos travailleurs. Les conservateurs devraient se joindre à nous et bâtir un Canada fort. Le député de York-Durham, Monsieur le Président, les chiffres ont l'air beaux sur papier, mais si on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est une histoire différente. Le ratio dette-PIB n'inclut pas les dettes provinciales massives, et ça inclut le RPC et le régime de pension, les rentes du Québec. Le ministre des Finances va permettre à des créditeurs étrangers de faire main basse sur les régimes de pension de nos retraités. Le secrétaire d'État aux institutions financières. Monsieur le Président, les conservateurs essayent d'induire les Canadiens en erreur, mais l'énoncé économique du printemps dit que l'économie est robuste. La DPB dit que l'économie canadienne continue de faire preuve de résilience. La plupart des indicateurs sont meilleurs que ce à quoi on s'attendait dans le budget 2025. Monsieur le Président, les Canadiens
n'ont pas de temps à accorder à un chef conservateur qui n'a jamais travaillé un seul jour à l'extérieur de cette Chambre. Bâtissons ensemble un Canada fort. Honorable député de Nunavut. Merci, Monsieur le Président. Le 5 mai, c'est la journée de la robe rouge, une journée dédiée à la mémoire des femmes, des filles et des personnes de LGBTQI+, autochtones disparus, assassinés. Ça permet de réaffirmer notre engagement à mettre fin à cette crise nationale. La ministre des Relations couronne autochtone pourrait-elle informer la Chambre des mesures qui sont prises par notre gouvernement pour bâtir un pays plus fort, plus sûr pour les femmes, les filles et les personnes d'esprits LGBTQI+, autochtones? Honorable ministre des Relations couronne autochtone. Merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue pour sa question. Mettre fin à la crise, c'est notre priorité. Nous renforçons les mesures de protection par le biais de lois pour lutter contre la traite de personnes et la violence sexiste. Nous investissons dans des refuges, dans des logements de soutien essentiels comme le refuge des Gagogoti de la Première Nation dans les territoires du Nord-Ouest ou le centre Exuriac à Iqaluit qui va ouvrir très bientôt. Nous allons continuer à travailler en partenariat avec les survivants et survivantes, les familles et les communautés pour nous attaquer aux causes profondes de cette violence et bâtir un pays plus sûr pour tous. L'honorable député de Long Range Mountains, Monsieur le Président, malgré les illusions avec ce premier ministre libéral, c'est plus de coûts, plus de taxes carbone et plus de la même chose. Ce n'est qu'un autre libéral complètement déconnecté de la réalité. Les libéraux vont vous dire que le prix de l'essence n'atteint que 1,83 $ parce que le cours mondial est de 100 $ le baril. Mais en 2014, sous le gouvernement conservateur, le baril de pétrole coûtait aussi 100 $, mais pourtant l'essence n'était que 1,38 $ à la pompe. Le gouvernement libéral, c'est lui qui est le problème. Les taxes s'accumulent, le dollar s'effondre et les Canadiens se font plumer à la pompe. Quand le premier ministre libéral va-t-il mettre fin à cette illusion? Quand va-t-il adopter notre plan, supprimer les taxes sur l'essence pour toute l'année pour que les Canadiens puissent avoir encore les moyens de vivre? Le ministre. Monsieur le Président, je voudrais rappeler à ma collègue d'en face les excellentes nouvelles d'il y a une semaine. Près de 1 milliard de dollars dans les ports pour petits navires. C'est quelque chose de très important, notamment pour les membres de sa circonscription, très important parce qu'ils m'ont dit combien c'était important pour eux. Donc, je conseille à ma collègue de mettre de côté ses notes, qu'elle lit ad nauseam, qu'elle écoute ses commettants et elle s'apercevra qu'ils appuient ce que nous proposons de notre côté. Honorable député de Long Range Mountains. Monsieur le Président, ça ne répond pas du tout à la question. Les familles à Terre-Neuve et Labrador méritent mieux que ces arguments. Elles savent que les chiffres ne concordent pas. Le prix du pétrole est le même qu'il y a 10 ans, mais le prix à la pompe a monté en flèche à cause d'un dollar faible et des taxes libérales plus élevé. Notre économie est en difficulté, le dollar est dévalué et l'énergie et la nourriture coûtent plus cher. Il s'agit d'une crise du coût de la vie fabriquée ici par ce premier ministre. On en a assez des excuses et des illusions. Vont-ils adopter notre plan, éliminer toutes les taxes sur toute l'essence toute l'année? Vont-ils débloquer notre production de gaz et de pétrole? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je conseille à ma collègue, je lui recommande de lire la mise à jour économique du printemps et elle y verra toute la liste des mesures, des vraies mesures pour soutenir les Canadiens, notamment les gens de sa circonscription, l'aide pour les jeunes, notamment pour les apprentis, de vraies sommes pour aider nos jeunes à suivre ces programmes, de l'aide pour les familles, de l'aide pour les aînés, mais aussi de l'aide pour renforcer nos collectivités. Je demande à ma collègue de lire le document et d'arrêter de lire ces notes qui ne font aucun sens. Le député de Airdrie Cochrane. Monsieur le Président, ce premier ministre s'est présenté comme un expert financier, mais depuis son arrivée, il a doublé le déficit et il est en passe d'ajouter 1000 milliards à la dette. Malgré les illusions, c'est plus de coûts, plus de taxes et impôts, plus de dettes, plus sur la carte de crédit du pays. Toujours la même chose. C'est la même chose que nous avait donné Justin Trudeau. Les Canadiens payent plus pour leur épicerie, leur logement et tout le reste. Quand le premier ministre libéral va-t-il arrêter ses budgets à la carte de crédit pour que les Canadiens puissent se permettre de vivre? L'honorable ministre de la Gestion des urgences. Monsieur le Président, les conservateurs disent qu'ils parlent au nom de l'Alberta, mais
Ils sont déconnectés de la communauté des gens d'affaires. Adam Lay, président des gens d'affaires de l'Alberta, a dit que la mise à jour économique va appuyer les travailleurs qualifiés, va faire avancer les travaux du Bureau des grands projets et va renforcer notre posture financière. Les conservateurs de l'Alberta devraient arrêter de répéter les points que leur a donnés leur chef, qu'ils fassent davantage attention aux gens qui les ont élus et qu'ils sont censés représenter. Le député de Airdrie Cochrane, les libéraux, les Albertains, vous savez ce que les Albertains disent, c'est que toutes les promesses de changement se sont transformées en une dette de plus sur la carte de crédit. Les Canadiens désormais payent plus à l'épicerie, payent plus pour leur logement et plus en taxes et impôts. Tout cela pour couvrir les dépenses excessives des libéraux. Quand le premier ministre libéral va-t-il se montrer sérieux, mettre fin à ces budgets à la carte de crédit pour que les Canadiens puissent se permettre de vivre? Honorable ministre, Monsieur le Président, mon collègue d'Edmonton, conservateur, devrait écouter les gens qu'il représente. Le président de la Chambre de commerce, Dodd Griffith, a dit à propos de la mise à jour économique du printemps qu'il était emballé de voir à l'ordre. Écoutez, on n'entend pas, dit le président. Après un bout de temps, je n'ai plus rien entendu. L'honorable ministre peut reprendre au début. Monsieur le Président, mon collègue conservateur devrait écouter les gens qu'il représente. La Chambre de commerce d'Edmonton, son président Dodd Griffith, a dit qu'il était très emballé de voir que le gouvernement fédéral prenait des mesures audacieuses pour investir dans des projets canadiens, pour relancer la confiance envers notre potentiel économique. J'espère que les conservateurs, les députés vont mettre de côté leurs œillères partisanes et vont nous appuyer. Honorable député de Kenora Kiiwetinoong, les libéraux sont en passe d'ajouter 1 000 milliards de dollars à la dette nationale. Ça, c'est le coût d'une décennie de gestion budgétaire libérale à la carte de crédit. Malgré les illusions, le premier ministre n'a apporté que plus de coûts, plus d'impôts et de taxes, plus de dettes. C'est toujours la même chose. Ce n'est qu'un libéral de plus coûteux. En conséquence, cette année, on va dépenser plus en paiement d'intérêts qu'en soins de santé. Donc, Monsieur le Président, le Premier ministre libéral va-t-il enfin se montrer sérieux? Va-t-il annuler ces budgets à la carte de crédit pour que les Canadiens puissent se permettre de vivre? L'honorable ministre des Emplois et des Familles, Monsieur le Président, c'est décevant d'entendre un député du nord de l'Ontario critiquer ce qui est bon pour le nord de l'Ontario. C'est ce que les dirigeants du nord de l'Ontario, les travailleurs demandent depuis 4 ans, investir dans l'infrastructure, les grands projets, les projets miniers, le genre de projet qui crée de bons emplois rémunérateurs. En plus de cela, tout cela c'est appuyé par les travailleurs, les gens des métiers qui sont représentés par le syndicat IBEW ou les collèges de sa circonscription qui sont très emballés, très enthousiasmés par les investissements qui vont créer de bons emplois pour les Canadiens. Je suis déçue par le manque de plaidoyer de la part de notre collègue pour sa région. Le député de Selkirk, Interlake, Eastman. Monsieur le Président, le ministre de la Défense a dit aux Canadiens qu'il allait résoudre la crise du recrutement. Mais comme tout avec les libéraux, c'était juste une autre illusion. On a appris une toute autre histoire. Certaines recrues n'ont pas pu communiquer dans les 2 langues officielles. Et il y a des rapports faisant état de misogynie, de racisme, encore de la mauvaise gestion de ces libéraux. Ils ont abaissé tellement la barre que ça ne fonctionne plus. Quand le ministre va-t-il arrêter de fermer les yeux face à l'évidence que les mesures qu'il a proposées ne fonctionnent pas? Le ministre de la Défense, peu importe ce que nous faisons, écoutez, c'est dur d'être aussi négatif que ce député. Les forces armées ont atteint un sommet pas atteint depuis 30 ans pour le recrutement. Nos soldats font un excellent travail pour le recrutement. Nous avons réinvesti dans nos forces, notamment avec une augmentation salariale bien méritée. On leur a donné les outils, l'équipement et le logement dont ils ont besoin. Et nous investissons dans leur formation avec l'aide de nos hommes et nos femmes en uniforme. Nous ne faisons que commencer. Le député de Selkirk, Interlake, Eastman. Monsieur le Président, le ministre peut déformer la réalité, mais il ne dit pas qu'en fait, il savait que le taux de réussite avait baissé à 77 %. C'est tellement mauvais qu'un peloton
n'a permis de faire diplômer que 41% des recrues. La plupart des recrues ne peuvent pas s'intégrer. Les normes ne sont pas à la hauteur pour une armée qui devrait défendre notre pays. Quand va-t-il arrêter d'accorder la priorité à ces communiqués de presse plutôt qu'au bien-être des forces armées canadiennes? L'honorable ministre, toutes les mesures proposées ici à la Chambre, chaque mesure pour améliorer les forces armées, ont fait face à l'opposition de nos collègues en face. Ils s'y sont opposés. Mais voilà la bonne nouvelle. Le recrutement a atteint un niveau sommet en 30 ans. Voilà les faits. Le nombre des demandes a atteint 45 000, plus que doublé. 7 310 membres des forces régulières, ce qui a dépassé notre objectif, et 70 des 97 rôles critiques, alors que c'était 18 des postes, alors qu'il n'y en avait que 18 qui étaient comblés l'année dernière. L'honorable député de Charlesbourg, Haute-Saint-Charles. Des conflits ethniques de différents pays se retrouvent maintenant au sein des Forces armées canadiennes. Un rapport interne de l'École des recrues qui a été divulgué confirme que des pelotons composés jusqu'à 83 % de personnes qui ne sont même pas citoyens canadiens ont vécu des conflits sérieux, des allégations de racisme et des frictions culturelles. Des instructeurs apportent même des difficultés à faire respecter l'autorité, notamment celle des femmes militaires gradées, ce qui mine directement la discipline et la chaîne de commandement. Monsieur le Président, c'est vraiment le bordel. Le ministre comprend-il que ces politiques pour remplir des quotas ont fragilisé la cohésion des Forces armées canadiennes? L'honorable ministre de la Défense nationale. Au contraire, Monsieur le Président, le recrutement au sein des Forces armées canadiennes vient d'atteindre son plus haut niveau depuis 30 ans. Nos soldats, nos marins et aviateurs accomplissent un travail essentiel et remarquable et nous avons besoin d'eux. C'est pourquoi nous réinvestissons dans notre personnel. Nous avons accordé à nos forces une augmentation de salaire. Nous leur fournissons les outils, l'équipement dont ils ont besoin et nous accélérons leur formation. C'est un grand jour, une grande semaine, un bon début pour le Canada, Monsieur le Président, et ce n'est qu'un début. L'honorable député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, malheureusement, cette réponse-là ne veut rien dire, absolument rien. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'entre 2022 et 2025, il y a 192 000 Canadiens qui ont voulu s'enrôler. Il y en a juste 15 000 qui ont été pris. Pendant ce temps-là, on va chercher des résidents permanents, des gens qui ne sont pas Canadiens, qui ne parlent pas français ni anglais. On les enrôle dans des cours d'officiers. Comment voulez-vous assurer la sécurité du pays avec des gens qui ne comprennent pas notre culture, qui ne comprennent pas notre langue et qui ne veulent pas écouter les ordres des femmes? Est-ce qu'on peut avoir une réponse là-dessus, Monsieur le Président? Honorable ministre. Monsieur le Président, nous avons une bonne nouvelle pour le Canada et les Forces armées canadiennes et le député. Le recrutement a atteint son plus haut niveau depuis 30 ans. Il le sait. Voici les faits. Au cours de la dernière année, le nombre de candidatures a plus que doublé pour atteindre plus de 45 000. Nous avons recruté 7 310 membres de la force régulière, dépassant ainsi notre objectif. Et 70 des 97 postes essentiels sont occupés. Monsieur le Président, nous ne faisons que commencer. Il y a du travail à faire. Merci. Honorable député des Pays d'en haut. Monsieur le Président, les jeunes Canadiens sont confrontés à la hausse du coût de la vie, à l'incertitude mondiale et à des inquiétudes sur leur avenir. Est-ce que le secrétaire d'État à la jeunesse peut nous expliquer en quoi notre mise à jour économique du printemps répond aux défis économiques actuels, tout en bâtissant un Canada fort pour tous? Bonne question. L'honorable secrétaire d'État à l'enfance et à la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, et j'aimerais remercier mon collègue des Pays d'en haut pour sa question. Notre mise à jour économique du printemps vise à prendre des mesures responsables aujourd'hui, tout en investissant dans l'avenir pour les jeunes. On investit 6 milliards pour recruter, former et embaucher jusqu'à 100 000 travailleurs des métiers spécialisés à travers le Canada. Cela inclut des milliers d'emplois à Québec, comme à Contrecœur et à Matawini. Monsieur le Président, on bâtit l'économie la plus forte du G7 avec la main-d'œuvre d'ici. Merci. L'honorable député de Saskatoon-Ouest. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit que notre système d'immigration était sous contrôle. Les Canadiens ordinaires savent que ce n'est pas vrai. Par exemple, au Canada, nous n'avons aucune idée de qui est ici ou pas, parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir qui quitte le pays ou quand. Interrogée là-dessus hier, la ministre de l'Immigration a dit qu'elle se posait la même question. Le Premier ministre
a nommé cette ministre de l'Immigration. Il l'a maintenue à son poste. Il la rencontre chaque semaine. Il estime que le système d'immigration est sous contrôle. Il est clair qu'elle ne fait que suivre les ordres du Premier ministre. Le Premier ministre peut-il confirmer qu'il est satisfait du travail de sa ministre? C'est elle qui met en œuvre ses idées. Est-ce qu'il est satisfait ou pas? Ou alors, est-ce qu'il va la renvoyer? La ministre, merci. Nous avons un plan qui fonctionne. Sous ce ministre, les demandeurs d'asile ont diminué, le nombre d'arrivées de résidents temporaires a diminué et nous enregistrons des records en matière d'immigration économique et l'attraction des francophones. On va continuer à livrer pour tous les Canadiens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La députée de Calgary-Nose Hill. Monsieur le Président, la ministre prétend que le plan fonctionne, mais la semaine dernière, on a appris que le gouvernement libéral avait émis un visa spécial à un terroriste pour qu'il puisse entrer au Canada. Les libéraux ont permis à 21 000 non-citoyens qui sont venus de manière frauduleuse à demander le droit d'asile et on ne peut pas savoir si les personnes qui ont un visa expiré sur le point d'expirer sont en passe de partir ou pas. La ministre dit que le système est sous contrôle. Mais si le Premier ministre pense que c'est sous contrôle, est-ce que c'est pour cela qu'il ne l'a pas renvoyé? Présidente, au contraire, nous avons un plan et un plan qui travaille très bien. Comme on dit déjà, aucun individu lié au régime iranien actuel ou ancien n'a été admis au Canada. No IRGC. Aucun représentant du corps des gardiens de la Révolution n'est venu au Congrès. Je n'ai pas autorisé l'émission de documents. J'ai parlé aux représentants et aux fonctionnaires pour m'assurer que le système était robuste. Nous allons continuer de demander au régime iranien de rendre des comptes. Nous allons protéger les Canadiens. Et comme je l'ai dit, nous bâtissons à l'ordre. Honorable député de Calgary-Nose Hill. Écoutez, si on écoute cette réponse et qu'on écoute le Premier ministre dire qu'ils ont repris contrôle du système d'immigration, j'ai l'impression que c'est un petit peu farfelu. Tout le système est en proie à des abus. On ne peut pas savoir si les non-citoyens quittent le pays ou pas. Et on émet des visas de visiteurs à des terroristes. Donc, si c'est ça la définition du Premier ministre de la prise de contrôle du système d'immigration, ça veut dire que le problème, c'est sa faute à lui, pas à elle. Est-ce qu'elle est d'accord? L'honorable ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi de répondre à cette question dans la langue que préfère notre collègue parce qu'elle semble ne pas bien comprendre la situation. Notre gouvernement est en train de jeter les bases d'un système qui va surveiller les sorties. N'importe qui aurait pu le faire au cours des dernières années. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. Les résidents temporaires, le statut des résidents temporaires, c'est quelque chose de temporaire. Effectivement, les gens devraient partir lorsque ce statut est terminé. De ce côté-ci de la Chambre, nous voulons attirer des travailleurs de la santé, des gens de métier pour renforcer nos économies rurales et collectivités. Nous allons continuer de travailler en ce sens. L'honorable député d'Ottawa-West Nepean. Merci, Monsieur le Président. Lors de témoignages entendus devant le comité sur le projet de loi C11, de nombreux survivants et survivantes sont venus nous parler de leurs préoccupations concernant le transfert de certains dossiers du système judiciaire militaire vers le système civil. Le ministre de la Défense peut-il nous dire s'il serait favorable à ce que le Sénat modifie C11 pour y inclure la clause de caducité telle qu'elle a été adoptée en comité? L'honorable ministre de Défense nationale. Je remercie notre collègue pour sa question et pour tout le travail qu'elle fait sur ce projet de loi. Opérer un changement de culture au sein des forces armées, c'est pas seulement la bonne chose à faire, mais c'est quelque chose d'essentiel pour nos besoins opérationnels en matière de sécurité nationale. C'est pourquoi nous avons présenté le projet de loi C11 pour codifier dans la loi les recommandations clés de 2 rapports externes complets. Je peux confirmer, Monsieur le Président, que nous sommes ouverts à des amendements au Sénat pour inclure cette clause qui va renforcer le projet de loi. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Swift Current Grassland Kindersley. Le député de Calgary.
Écoutez, je donne la parole au député de Swift Current, Grassland, Kindersley. Merci, Monsieur le Président. Malgré les illusions, ce Premier ministre n'est qu'un autre libéral de plus de taxes et impôts, plus de coûts, plus de dettes et plus de criminalité. La criminalité, c'est un grave problème partout. Les maires, les citoyens tirent la sonnette d'alarme parce que presque tous les détachements de la GRC chez nous et en Saskatchewan fonctionnent en sous-effectif. L'année dernière, les libéraux nous ont promis d'embaucher 1000 nouveaux agents, mais il n'y a toujours pas de plan ni de nouveaux agents pour combler les postes vacants. Avec les mêmes libéraux aux commandes, comment les Canadiens peuvent-ils faire confiance aux libéraux alors qu'ils ne tiennent jamais leurs promesses? Le ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous appuyons la GRC, Monsieur le Président. Nous embauchons 1000 nouveaux agents de la GRC pour assurer la sécurité des Canadiens. Ils sont en formation, ils seront déployés très prochainement, Monsieur le Président. La sécurité des Canadiens est notre priorité numéro 1. Nous allons continuer de veiller à ce que nos forces de l'ordre, nos agents de l'ordre soient dotés des bons outils pour faire leur travail efficacement. L'honorable député de Rosemont, la petite patrie. Monsieur le Président, au Canada, les 20 les plus riches possèdent 66 de la richesse. Et les 40 au bas de l'échelle, presque la moitié de la population, seulement 3 Après 11 ans de régime libéral, les inégalités augmentent. Notre société est inéquitable et les gens en souffrent. Un sondage nous apprend que la dépense, qui est la principale source d'inquiétude, c'est la nourriture. Pour un premier ministre qui voulait être jugé sur le prix du panier d'épicerie, c'est un échec. Au lieu de donner des cadeaux aux géants du Web et à leurs amis milliardaires, quand est-ce que les libéraux vont s'occuper du monde qui travaille puis qui en arrache? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, on comprend très bien la situation que vivent les gens à travers le pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président, qu'on a été là pour les questions d'abordabilité. On est très conscient que la première chose qui concerne les gens, c'est le logement abordable, c'est l'épicerie, c'est l'essence. Monsieur le Président, j'ai des bonnes nouvelles pour mon collègue. Justement, l'allocation canadienne pour l'épicerie des besoins essentiels. Le 5 juin, Monsieur le Président, 12 millions de Canadiens et Canadiennes vont pouvoir bénéficier d'une aide fédérale, Monsieur le Président. On est content de faire notre part. On sera toujours là pour les Canadiens et Canadiennes. Monsieur le Président, nous avons présenté dans l'énoncé économique justement un plan pour faire croître le pays, mais en même temps pour s'occuper de l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Ça fait près de 7 ans. C'était le 3 juin 2019 que l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et membres de LGBTQ, donc que le rapport a été remis au gouvernement. 231 appels à la justice. Sur ces 231, le ministre peut-elle nous dire combien ont fait l'objet d'un suivi? La ministre des Relations couronnes autochtones. Les appels à l'action et les appels à la justice, ce n'est pas juste un seul projet. Il s'agit de choses qu'il nous faut vivre au quotidien. La violence contre les femmes, les filles autochtones, ainsi que les membres deux esprits LGBTQ de plus doit cesser. Nous avons financé plus de 90 projets et initiatives autochtones et nous allons verser 300 000 $ dans le projet Alerte Robe Rouge de la province. Merci. Comme il est 15h11, conformément à l'ordre adopté le lundi 4 mai 2026, la Chambre procédera maintenant au vote par appel nominal différé des motions à l'étape du rapport du projet de loi C11, convoquer les députés.